Comme vous l'avez peut-être entendu, Monsieur Holmes, après la mystérieuse disparition des deux membres de la Chambre des Lords, tous deux membres de mon parti, la presse s'est permise de m'accuser d'être responsable d'un enlèvement, puisque nous représentons factions opposées pour les élections du jeu dans un mois. Je vous assure, Monsieur Holmes, que je n'ai rien à voir avec cette affaire, je ne suis pas un criminel. Cela fait maintenant 4 jours et Scotland Yard n'a aucune piste. Je demande votre aide car cela cause beaucoup de tort à ma famille, même mes voisins et amis pensent que c'est moi, je vais sans aucun doute perdre les élections du parti, mais cela n'a pas d'importance, même s'ils sont des adversaires politiques, je ne le fais pas, je veux qu'il leur arrive quelque chose. Peux-tu m'aider? Lord Farling, je serai heureux de vous aider. Il s'agit d'un cas extrêmement intéressant et capital pour la politique anglaise. Dans la matinée, j'irai à Scotland Yard pour obtenir des éclaircissements sur les événements. J'ai besoin que tu m'expliques s'il y a une raison de t'accuser. As-tu eu des accrochages avec eux? Y a-t-il autre chose que la compétition politique? Monsieur Holmes, vous savez que la politique est une lutte pour gagner le soutien de ceux qui ont le pouvoir de décision. Notre parti est influencé par des sources extérieures qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, les intérêts du peuple ou même les groupes de pouvoir traditionnels en Angleterre. Je fais plus précisément référence à des groupes économiques internationaux très influents qui veulent s'enrichir et défendre leurs investissements dans notre royaume et cherchent à changer les politiques traditionnelles. J'ai exprimé mon désaccord avec une telle intervention. Il y a des collègues qui ont décidé de rivaliser pour obtenir les faveurs du chef visible de ce groupe. Ce qui me surprend, c'est que Lord Britton et Lord Wilbury soient tous deux enclins à soutenir les intérêts de ces groupes de banquiers étrangers. Vous parlez d'une tête visible, qui est-ce et où puis-je le trouver? Je ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit. C'est lui qui a divisé le parti et a transformé certains en toutous, il collabore économiquement et idéologiquement. Il s'appelle Henri Olivier, il est le fils d'un Italien et d'une noble Allemande. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il est millionnaire. Vous pouvez le voir au Royal Club de Trafalgar Square. J'apprécie votre aide, ne vous souciez pas des coûts. Holmes, n'avez-vous pas dit à Lord Farling que le chef de la police de Scotland Yard était ici il y a 1 heure et que le président de la Chambre des Lords était ici avant le déjeuner? Watson, je considère comme un honneur d'avoir été sollicité pour enquêter sur cette affaire, et le fait que le principal suspect vienne nous demander de l'aide rend ce mystère encore plus intéressant. Passons en revue ce que Scotland Yard nous a dit. Selon eux, Lord Britton et Lord Wilbury se sont rendus à une réunion de parti dans la maison de campagne de M. Elliot Barrett, le banquier. Vers 23 heures, ils ont terminé la réunion. Farling n'a pas été invité. Les messieurs sont partis dans leurs voitures respectives et les conducteurs ont déclaré avoir été arrêtés sur la route par 2 hommes masqués et armés, qui ont emmené leurs passagers dans un autre véhicule. Les enlèvements présumés étaient indépendants l'un de l'autre, mais ils ont eu lieu à environ 30 minutes d'intervalle. Les chauffeurs étaient ligotés et ont été retrouvés ainsi au matin. En 4 jours, personne n'a demandé de rançon et les disparus n'ont pas contacté leur famille. Examinons les faits. Apparemment, le véhicule des ravisseurs a effectué le premier enlèvement et est passé au deuxième véhicule, tout cela en 30 minutes. Le deuxième conducteur n'a vu aucun passager dans la voiture des ravisseurs, ce qui signifie qu'ils avaient soit déposé la première personne kidnappée, soit l'avaient transférée d'un véhicule à un autre. La propriété de Barrett n'est pas si loin de Londres, elle aurait été à la périphérie de la ville, mais les voitures des hommes kidnappés ont été retrouvées à 5 km de distance et sur la même route. Cela semble trop synchronisé. Sans aucun doute, celui qui a le plus profité de la disparition de ses opposants politiques est Farling, mais c'est grotesquement évident. La presse a été pleine d'hypothèses, notamment le Daily Record, qui appartient au banquier Barrett, l'accusant. C'est trop rapide, ils ont risqué la deuxième voiture en les voyant kidnapper la première et en fuyant les lieux ou en essayant d'aider, il y a un problème avec le timing. S'il s'agissait d'un coup monté, ils ne pourront pas se présenter tant que Farling n'aura pas renoncé à sa candidature, ce qu'il n'a pas fait, ou qu'ils ne l'auront pas accusé d'enlèvement, avec des preuves qui obligeront le parti à l'écarter. Qui sera le troisième candidat de la tendance des disparus? Il en bénéficierait encore plus que Farling. Observation intelligente Watson. Il pleut, mais il n'est pas encore si tard. J'aimerais rendre visite aux proches des personnes kidnappées et découvrir s'ils avaient eu un comportement étrange avant cette nuit-là. Watson, nous devons considérer les faits avant les opinions. Un politicien est une personne qui participe à des activités liées à la prise de décision pour gouverner et gérer une communauté, il fait des lois, crée des politiques qui affectent la communauté, il doit vérifier qu'elles sont respectées, et surtout, il gère les budgets de la nation. En théorie, il représente les intérêts des personnes qui les ont nommées.
Malheureusement, comme les prostituées, ils vendent leur pouvoir aux plus offrants et en viennent à représenter les intérêts de groupes militaires, idéologiques ou économiques spécifiques, ignorant les besoins et la volonté du peuple qui les élise. Rappelez-vous que dans le christianisme, Jésus a insisté auprès de ses disciples pour qu'ils ne prennent rien pour aller prêcher. Il a dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi et qu'il devait agir de la même manière. Aussi que celui qui n'a pas renoncé à tout ne pouvait pas être son disciple et surtout on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir Dieu et les richesses. Dans le cas des politiciens, même s'ils veulent s'enrichir grâce à leur travail, ils ne peuvent pas vendre leurs principes contre de l'argent. Pour cela, ils ont de très bons salaires. Plus que le gain économique élevé du poste, ils sont séduits par le pouvoir et ceux qui les entourent et qui ont de l'influence sur eux peuvent les détourner de la finalité de leur poste. Peu importe la manière dont ils déguisent leur discours pour obtenir des votes, ce sont leurs actions qui montrent quel genre de personnes ils sont. Si Farling a commis un crime pour être élu, il sera éliminé aux yeux de tous. Si ce sont les ravisseurs présumés qui ont voulu le faire accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, ce sont eux qui devront aller en prison pour avoir simulé un crime. Holmes, selon vous, qui a été l'homme politique le plus puissant du monde ou l'homme le plus puissant de l'histoire? Watson dépend de ce que vous appelez puissant. Bien sûr, Jésus-Christ, qui n'est pas un politicien ou un dirigeant au sens où nous l'entendons aujourd'hui, a été l'homme le plus puissant parce qu'il est ressuscité malgré une mort horriblement sanglante et a réussi à enseigner au monde entier comment vivre en paix, en prospérité, l'amour, la tolérance et l'entraide, même si malheureusement nous ne le faisons pas. Cependant, l'idée s'est répandue dans le monde entier et il appartient à chacun de l'accepter ou non. Cette même caractéristique fait que le christianisme ne peut pas être imposé politiquement. Il doit s'agir d'une décision personnelle. Plus les gens s'engagent, plus il y aura de paix et de bien-être. Être pour tous. Or, nous ne pouvons pas considérer Jésus comme un homme ordinaire, il n'est comparable à personne d'autre parce qu'il est Dieu fait homme. Après lui, il y en a un autre très important, Nebuchadnezzar, roi de Babylone à l'époque où le premier temple de Jérusalem fut détruit vers 587 avenue Jésus-Christ. Son importance ne réside pas seulement dans l'extension considérable du royaume qu'il a unifié en conquérant d'autres royaumes puissants. En fait, la Bible dit que Dieu l'a désigné pour ses réalisations. Son plus grand accomplissement a eu lieu lorsqu'il est tombé du pouvoir. Il fut puni, comme nous le raconte le livre de Daniel, pour son orgueil, car il croyait avoir obtenu son pouvoir grâce à son intelligence et à cause de cela une sorte de folie s'abattit sur lui qui le fit se comporter comme un animal. Dans cette position, il a eu la chance, après cette fois, de lever les yeux vers Dieu et de reconnaître que Dieu est le propriétaire de toute autorité dans le monde et que par conséquent il a le pouvoir de punir les orgueilleux. Nebuchadnezzar reconnut l'autorité de Dieu, le loua et s'humilia devant lui. Et, plus impressionnant encore, Dieu lui pardonna et le rétablit dans sa position de dirigeant de Babylone jusqu'à sa mort. Je pense qu'il était le plus puissant parce qu'il reconnaissait ses erreurs et l'autorité absolue de Dieu. Cela lui a donné le don incroyable de changer la condamnation de Dieu qui pesait sur lui. Selon les proverbes, celui qui dompte son propre esprit est plus fort que celui qui conquiert une ville. Monsieur Olivier, qui est le troisième de votre tendance après Briton et Wilbury? Dieu a averti le peuple d'Israël par ses prophètes qu'il les abandonnerait, qu'ils seraient vaincus, déportés et que tout en Israël serait détruit. C'était une punition parce qu'ils ne servaient plus Dieu. Ils l'ignoraient en commettant des abominations telles que sacrifier leurs enfants aux idoles et commettre des injustices envers les plus vulnérables. Dans la Bible, cela est prophétisé à plusieurs reprises. Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, entre autres, les ont avertis. Il est difficile d'imaginer l'ampleur de ces catastrophes, et elle fut encore plus grande que l'Holocauste car elle a entraîné la destruction d'une nation, même si elle comptait moins de personnes. Si ma mémoire est bonne, Isaïe dit « Malheur à ceux qui font des lois injustes et qui prescrivent la tyrannie, pour détourner du droit les malheureux, et pour ravir le droit aux malheureux de mon peuple, pour voler les veuves et piller les orphelins. » Et Jérémie leur offrit le pouvoir de changer ce qui arriverait. Il annonça « Mais si vous améliorez complètement vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez vraiment la justice entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans ce lieu, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je ferai vous demeurerez dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères pour toujours. Voici, vous vous confiez en paroles mensongères, qui ne servent de rien. Vous qui volez, qui tuez, qui commettez l'adultère, qui faites de faux serments, qui brûlez de l'encens à Baal, et qui allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, venez-vous vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle est invoqué mon nom, et dites-vous, nous sommes délivrés? De continuer à faire toutes ces abominations? Cette maison qui porte mon nom est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Je te chasserai loin de ma face, comme j'ai chassé tous tes frères. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Ce sont les personnes qui ont eu le plus de contact avec Dieu et leurs lois sont véritablement justes et directement données par Dieu. Watson, ce ne sont pas seulement eux, nous aujourd'hui, qui savons que toutes ces idoles de l'Antiquité n'étaient que des mensonges, avons de nombreuses idoles même dans les églises. Par exemple, si nous devons ignorer Dieu pour faire des affaires, nous le faisons.
si nous devons choisir entre les ragots et ne pas mentir, les ragots gagnent. Et dans les églises, les gens utilisent le rosaire comme une amulette, mais ils ne connaissent pas les commandements de Dieu et ne les accomplissent pas. Les protestants croient aux paroles de Martin Luther selon lesquelles la loi de Dieu n'est plus valable, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Seigneur. Père qui es aux cieux. Ou bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Cela signifie que si nous n'obéissons pas à Dieu, le sacrifice de Jésus sur la croix ne sera pas efficace pour nous sauver. Vivre autrement serait se moquer de Dieu. La vérité est que les commandements de Dieu sont pour le bien et la survie de l'humanité et pour que les droits de chaque individu soient respectés. Et cette erreur d'annuler la loi de Dieu n'est pas seulement celle de Luther. Quiconque essaie de changer ce que Dieu commande pour tout ce qui lui arrive prétend avoir une autorité plus grande que Dieu. Quand les gens écoutent ces dirigeants politiques ou religieux, pour ainsi dire, ils les suivent comme des idoles, car de cette façon, ils n'auront pas à sacrifier leurs caprices pour obéir aux commandements. Puis Dieu s'en va. C'est à ce point sérieux. Madame Wilbury, je suis Sherlock Holmes, accompagné de mon collègue le docteur Watson. Nous aimerions vous parler si vous nous le permettez. Scotland Yard nous a demandé de coopérer à l'enquête sur la disparition de votre mari. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé le jour de la disparition ? Avec plaisir. Asseyez-vous. Ce jour-là, Harry était pressé de se préparer. Il avait personnellement préparé une petite valise comme il le faisait toujours pour ses réunions puisqu'elles duraient généralement 3 jours et 2 nuits. Il n'a pas laissé le majordome le faire. Il est parti très tôt avec le chauffeur. J'ai été surprise qu'il soit plus heureux que d'habitude. Il m'a même embrassée. Il est parti vers 5h45 du matin. Je le sais parce qu'il m'a déposé à l'église pour la messe de 6h du matin. Il n'y avait rien d'extraordinaire. J'ai remarqué en entrant qu'il en manquait un sur le support à armes. Depuis quand a-t-il disparu ? Sais-tu s'il l'a emmené ? L'as-tu vu charger un fusil ? Oh. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est possible. Je ne l'ai pas vu avec l'arme. Mais c'est un de ces fusils de chasse qui peuvent être démontés. Donc il aurait pu le transporter dans sa valise sans que cela se remarque. Vous verrez qu'il se déplace parfois de la maison de M. Barrett vers un terrain de chasse non loin de là. C'est l'un des derniers terrains de chasse proches de Londres. Il ne chasse pas les renards, mais plutôt les cerfs. Les lapins et tout petit gibier qu'ils peuvent se vanter d'avoir une bonne visée. S'il vous plaît. Monsieur Holmes. Aidez-nous à le retrouver. S'il n'avait pas été kidnappé, il ne nous ferait jamais endurer cette souffrance sans communiquer. Nous ferons de notre mieux. Pourrions-nous parler au chauffeur ? Bien sûr. James est au lit. Il a été très battu. Il va mieux maintenant. Mais comme il est plus vieux, je le laisse se reposer. Entrez. James, je vous prie d'essayer de vous souvenir de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Si vous avez remarqué quelque chose d'étrange chez M. Wilbury et surtout, comment s'est déroulé l'enlèvement ? Avez-vous entendu des noms ou des instructions ? Vous voyez, d'autres fois, j'allais le laisser dans ce manoir. La chose habituelle était que je le quittais le vendredi et revenais le chercher le dimanche soir. Ce jour-là, il m'a dit de rester, que j'aurais un endroit où dormir. Je ne sais pas s'il avait peur, mais il semblait plutôt content, comme un enfant en promenade, le pauvre monsieur Wilbury. Nous sommes partis vers 21h le même jour. Il ne voulait pas rester. Il semblait mal à l'aise. J'ai pensé qu'il avait peut-être un désaccord avec un autre monsieur. J'ai regardé ma montre. L'homme a exigé que j'en ai une, car il doit toujours être à l'heure. Vers 9h30, nous étions à mi-chemin, il pleuvait et soudain une voiture nous a dépassés et m'a forcé à m'arrêter. 2 hommes sont sortis avec des armes, le visage couvert. Ils nous ont pointé du doigt et ont dit à l'homme de descendre. Je l'ai appelé par ton nom. J'ai essayé de le défendre, Dieu merci. Ils ne m'ont pas tiré dessus, mais si l'homme ne leur avait pas crié d'arrêter de me frapper, il m'aurait achevé. Le seul nom que j'ai entendu était celui du monsieur, lorsque le ravisseur lui a ordonné de sortir de la voiture et de prendre sa valise. Je n'ai pas pu voir les sujets. Merci James, cela nous a été très utile. Watson, demain nous irons chez les Britons. Je lui ai dit la même chose que j'ai dit à la police.
Je ne sais rien d'autre. S'il vous plaît, monsieur Holmes, aidez-nous à le retrouver. Mon fils a abandonné l'université le jour de l'enlèvement. Il dit qu'il tuera Farline si son père ne se présente pas. Je vais devenir fou. Aujourd'hui, pour couronner le tout, mon chauffeur Arnold a pris la voiture sans autorisation depuis 6 heures du matin et est revenu il y a quelques minutes à peine. Il dit qu'il avait un pneu crevé. J'ai dû aller au journal pour parler à un journaliste et à ce moment-là, le temps où je ne pouvais pas, j'ai dû y aller. Puis-je parler à Arnold? Je n'ai pas besoin de te parler, j'ai déjà parlé à la police. Je n'ai pas vu les ravisseurs, je ne sais rien. Je n'ai pas été battu parce que je n'ai pas résisté comme M. Britton me l'avait demandé. Je ne peux plus être en retard, je dois nettoyer la voiture pour emmener la dame. Où le pneu est-il crevé? Près de Trafalgar Square. Et ne me dérange plus. Watson, as-tu remarqué combien de boue il y a sur cette voiture? Je ne pense pas qu'il y ait une rue aussi sale sur le chemin de Trafalgar Square, et cela a pris au moins 4 heures. Il est évidemment allé sur le terrain, je pense qu'il en sait plus qu'il ne l'a dit. Il est temps de visiter le manoir de Monsieur Olivier et de Monsieur Barrett. Monsieur Holmes, sa renommée le précède, veuillez excuser les difficultés d'accès, c'est un endroit très sélect et je n'avais aucune visite notée dans mon agenda. C'est un honneur, votre intelligence est reconnue, vous êtes le genre de personne que mon organisation embaucherait les yeux fermés. Avez-vous déjà pensé à vous lancer dans l'enquête commerciale, Monsieur Holmes? C'est très rentable. C'est très gentil de votre part, Monsieur Olivier, mais je n'ai plus besoin de travail. Le docteur Watson et moi sommes ici pour l'affaire Britton et Wilbury. On nous a dit qu'ils étaient très ouverts à leurs propositions concernant le parti et qu'ils semblaient révolutionnaires à certains membres. Connaissez-vous quelqu'un qui leur en voulait ou s'il y avait une raison à leur disparition soudaine? Monsieur Holmes, je considère tous les membres du parti comme des politiciens sérieux. Mais je ne peux pas donner d'opinion personnelle. Permettez-moi d'expliquer, depuis le continent où j'ai contribué, un concept de base pour l'évolution des États modernes. Vous comprenez que depuis que la poudre à canon est venue de Chine, les guerres ont changé dans le monde, des canons, des fusils et des pistolets de plus en plus puissants, de la poudre à canon, etc. étaient nécessaires. Monsieur Olivier, qui est le troisième de votre tendance après Britton et Wilbury? Il n'y a ni premier ni deuxième. Mais visiblement les voix penchent vers un troisième candidat dont je réserve le nom. Êtes-vous membre du Daily Record par hasard? Bravo, Monsieur Holmes, vous êtes très méfiant, mais les journalistes, même s'ils sont le quatrième pouvoir, ne font généralement pas partie des hiérarchies politiques. Cependant, il n'est pas nécessaire que ce soit le journaliste. Comme je vous l'expliquais, les guerres bruyantes nécessitaient de gros investissements. De nombreuses maisons royales et groupes de nobles investissaient massivement dans les industries de guerre. Quiconque voulait gagner une guerre avait besoin non seulement de soldats, mais aussi d'armes sophistiquées et devait recourir à des prêts. C'est là que les banquiers ont commencé à avoir une importance politique, et plus tard ils ont été cruciaux dans la reconstruction de ce que les guerres avaient détruit, et tout devait être payé avec les intérêts correspondants. Les États-Unis ont financé l'Angleterre pour affronter Hitler, mais ils ont dû récupérer l'investissement. Aujourd'hui, alors que l'Europe est en paix, les grands investisseurs favorisent le développement et les nations s'endettent chaque jour davantage, car les guerres sont davantage commerciales. Vous comprendrez que les investisseurs doivent s'assurer de récupérer leur argent. La dette publique a atteint une telle limite qu'aujourd'hui, les gouvernements doivent choisir entre honorer leurs dettes ou entretenir les hôpitaux, les écoles ou les sans-abri. Cela peut sembler révolutionnaire comme vous le dites, mais si les dettes envers les investisseurs ne sont pas prioritaires, il n'y aura plus de construction, la production diminuera et des emplois seront perdus. Alors les gens mécontents ne voteront pas pour ce parti et les politiciens perdront leur emploi. En d'autres termes, vous voulez démanteler les hôpitaux, fermer les écoles et mettre fin à l'aide sociale aux personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, afin de rembourser des dettes à taux exorbitants envers des pays étrangers. Vous êtes comme un régent qui dirait au gouvernement ce qu'il doit faire désormais pour garantir ses crédits. Ai-je bien compris? Pourquoi ne peut-il pas y avoir un juste équilibre dans les dépenses publiques? Serez-vous le nouveau candidat, Monsieur Olivier? Ne me dis pas que ça te dérange. Holmes? Non, je ne suis pas citoyen britannique, je ne pourrai jamais être candidat, et en ce qui concerne l'équilibre, le problème est que les entreprises et les gouvernements ne sont jamais satisfaits. Ils s'endettent de plus en plus, ils vendent des actions dont la valeur est gonflée. N'oubliez pas qu'un pays, c'est son produit intérieur brut, la puissance de ses entreprises,
sa capacité militaire, pas son peuple. Excusez-moi. Cette note dit que Britton et Wilbury sont morts. C'est fini. Watson, allons vite à la maison de Farligne, sa vie est en danger. L'argent Watson aveugle les esprits. Nous devons aller au manoir de Barrett, nous devons localiser le terrain de chasse, il y a généralement des abris pour les chasseurs dans la région, ils devraient être là, mais nous devons protéger Farligne, rappelez-vous que le fils de Britton veut le tuer. Les vies de Britton et Wilbury sont en danger, s'ils sont présumés morts, ils ne doivent plus réapparaître. Vite Watson, il faut qu'on y aille. Allons à la maison de Farligne. Farligne ne va nulle part. Dites à vos amis de rester loin. Dis-moi où est mon père ou je te tire dessus immédiatement. Êtes-vous le fils de Lord Britton? Calme-toi et je t'emmène chez ton père. Viens avec nous, nous irons aussi avec Lord Farligne, il n'a pas besoin d'armes. Je veux que tu ordonnes à Arnold, ton chauffeur, de nous dire où se trouve ton père. Je pense qu'il est allé le voir aujourd'hui. Monsieur Britton obéissait aux ordres de son père. Ce matin, un garçon m'a donné un message signé par son père et précisé que je ne devais rien dire à personne. Je suis allé lui apporter les fournitures qu'il avait demandées. J'ai insisté sur le fait que cela était allé trop loin. Lord Wilbury est blessé depuis le 2e jour de l'enlèvement. Il s'est accidentellement tiré une balle dans le pied et la blessure semble très grave. Ils ont refusé de partir, affirmant qu'ils avaient donné leur parole de rester là jusqu'à ce qu'on leur dise que Lord Farligne avait démissionné. C'est terrible, ils leur ont laissé 2 de ces revolvers de vieux duel. Dieu merci, ils ne se sont pas battus. Je ne comprends pas, c'est comme si celui qui les a emmenés là voulait qu'ils s'entretuent.